Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes dans votre émission Langue des savants. Ce soir, je reçois Dr Jeanne Diouf, enseignante-chercheuse au département de philosophie. Jeanne est spécialiste de Bergson. Ses recherches portent sur les questions épistémologiques, métaphysiques et éthiques, sur le porte-humanisme et sur le transhumanisme. Jeanne, bonsoir. Bonsoir Babacar. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez nous parler de votre ouvrage Bergson, la métaphysique de l'amour, qui est paru récemment aux éditions Kala Hermann. Un ouvrage qui est composé de 5 chapitres. Chapitre 1 est consacré à la philosophie bergsonienne de la vie, nous y reviendrons tout à l'heure. Chapitre 2 à la théorie de la vie, à la métaphysique de l'amour. Le 3, la métaphysique bergsonienne de l'amour. Chapitre 4, la morale de l'amour. Et enfin, le chapitre 5, donc, à la finalité de la morale de l'amour chez Bergson. Ma première question, c'est juste, d'ailleurs pour ceux qui nous regardent, c'est important qu'ils sachent d'abord qui est Bergson. Merci Babacar. Qui est Henri Bergson? C'est un philosophe français qu'on peut situer à la fin du 19e, début 20e siècle. Ce qu'il faut retenir de cette figure, c'est qu'il est un profond humaniste. Pourquoi humaniste? Parce que toute sa pensée, si vous voulez, défend une idée, ou en toile de fond, la défense de la liberté et de la dignité inaliénable de l'homme et de tout homme, ce qui l'oppose au déterminisme et au finalisme soutenu plus ou moins par les psychologues et les sociologues de son époque. Merci beaucoup. Et quel est le fondement de la pensée de Bergson? Toute la philosophie de Bergson est partie sur la question de la liberté, qu'on reclasse dans le 19e siècle avec le déterminisme, le scientisme, qui fait de l'homme une marionnette. C'est-à-dire dire que l'individu vit dans une époque figée, dans un temps immobile, c'est dire que l'individu ne crée pas. Il ne peut pas s'autodéterminer. Or, pour Bergson, c'est inadmissible. L'homme est un individu soumis à l'historicité. Et c'est cette question de la liberté qui va le conduire à la question du temps. Le temps, il a cherché à rétablir d'abord le temps duré, puisqu'on ne peut pas concevoir l'historicité, la créativité sans la durée. La notion de temps réel chez lui, qu'on retrouve dans la vie quotidienne, dans la vie psychologique surtout. L'individu, c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments. D'une minute à l'autre, il est tout le temps soumis à des flux de sensations. Et donc, revenir à cette idée de temps, restaurer ce temps dans la philosophie, c'est ça qui va le démarquer en fait des autres évolutionnistes, puisque lui-même, il se réclame du darwinisme, mais il juge un peu le darwinisme comme étant mécaniste. Merci beaucoup. Et le chapitre 1 est consacré à la théorie de la vie chez Bergson. Mais quel est le fondement de la vie chez Bergson? Pour Henri Bergson, en fait, la vie, c'est un absolu. Il faut comprendre la vie comme étant un absolu qui a une histoire. Et donc, cette vie a été impulsée par le principe créateur, qu'on appellera le premier moteur ou Dieu, comme on voudra. Mais cette vie, voilà, pour la nature, une fois que cette vie a été impulsée, c'est elle qui évolue jusqu'au XXe siècle, à son époque. Et donc, si on se classe dans cet élan, on retrouve toutes les étapes de l'histoire humaine, en fait, depuis la création jusqu'à son époque à lui, qui est l'entre-deux-guerres, puisqu'il est mort en 1941. Quelles sont les sources de la théorie de l'amour chez Bergson? Il y a plusieurs sources. Il y a des sources directes et indirectes. Et Bergson, c'est une des difficultés de sa lecture, il ne cite pas toutes les sources. Il commence par Plotin, mais on ne peut pas parler de la théorie de l'amour chez Plotin sans parler de la théorie de l'amour chez Platon. Voilà, puisque Plotin lui-même, il a proposé une relecture de la théorie de l'amour du banquet et du Phèdre de Platon, et en l'adaptant, lui, à son processus, à sa théorie et le processus de conversion entre l'un et les autres hypostases mineures qui viennent après lui. Et donc, faire de l'amour un principe
de la vie. C'est ça l'objectif de la pensée bergsonienne de l'amour. Et ce principe de la vie, chez Bergson, c'est le même principe en fait qui a impulsé la vie. C'est le même principe, au même moment, il a impulsé l'élan d'amour qu'on ne voit pas toujours. Mais en faisant une lecture duelle, parallèle, et on peut arriver à trouver ce parallélisme entre la vie et l'amour. Vous parlez de l'élan d'amour. Le chapitre donc, 3 de votre ouvrage est consacré à deux notions fondamentales, l'élan d'amour et l'élan vital. Pouvez-vous revenir sur ces deux notions et montrer la place qu'elles occupent dans la philosophie de Bergson? La première chose, c'est qu'en réalité, quand on lit Bergson, on a l'impression qu'il y a deux élans, mais en fait, c'est le même élan qui se duplique, qui se dévoile tantôt comme vie, tantôt comme amour, puisque l'amour, c'est une caractéristique fondamentale de la vie, comme la conscience en réalité, mais comme la vie, c'est une totalité chez Bergson qui comporte différentes caractéristiques. Dans son dernier ouvrage, Les deux sources de la morale et de la religion, Bergson s'est focalisé surtout sur l'amour à une période marquée par la guerre, par la haine. Voilà, il a voulu résoudre, si vous voulez, un peu le problème de cette haine qui, en quelque sorte, on a l'impression que cette haine devient permanente dans la vie. Chez Bergson, il montre qu'en réalité, c'est un accident. L'homme est créé, l'élan a créé la vie et tout ce qui peut préserver cette vie. Mais comment expliquer la haine? C'est là où Bergson a eu un grand génie de doubler cet élan. C'est-à-dire que, en fait, la haine, elle n'est pas inhérente à la nature, c'est un accident. C'est par accident qu'on est arrivé à la haine, donc on peut corriger cette haine. Et donc, si vous voulez, l'élan vital et l'élan d'amour, ce sont deux clés de lecture. Si on veut comprendre sa théorie de la vie, il faut prendre l'élan vital. Mais si on veut comprendre la théorie de l'amour chez lui, il faut prendre comme clé de lecture l'élan d'amour chez lui. Deux notions que je vois très proches d'ailleurs avec celle de force vitale développée par Senghor. Tout à fait, puisque Senghor lui-même se réclame de Bergson. Voilà. C'est un des disciples de Bergson et qui a compris qu'en réalité, cet élan, c'est une force de vie en fait, qui a été impulsée et au long de l'histoire, c'est cette force qui se manifeste dans sa créativité. Voilà. Une fois que cette force est soumise à des contraintes, elle crée d'autres formes de vie. Et donc, c'est cette force. D'ailleurs, lui-même, Bergson, il définit la vie, la source, tantôt comme une force, tantôt comme une énergie, tantôt comme une conscience, et à la fin, tantôt comme un amour. Avec A majuscule, évidemment. Merci beaucoup, Jeanne. Le chapitre 4 est consacré à la morale de l'amour. Vous parlez d'une nouvelle méthode pour penser la morale. Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle méthode pour penser la morale? Oui, on sait qu'en tant que philosophe, on a beaucoup de théories morales, depuis le père de la morale, Socrate. Mais chez Bergson, il manquait une chose en fait. Il dit on pense la morale comme étant un ensemble de préceptes, de prescriptions. Or, il dit il y a un élan qui est là. C'est cet élan, si les gens comprennent l'essence en fait de la vie elle-même, verront que la morale, elle est inhérente aussi. L'homme est un être fondamentalement moral. Mais pour comprendre ça, il dit il faut une méthode. Et pourquoi? Parce que Bergson propose un positivisme révisité. Et quelle est cette méthode qui nous permet de penser la morale? C'est la mystique. La mystique. La mystique. Dans ses extraits antérieurs, il parlait de l'intuition philosophique. Et en tant que philosophe, en même temps positiviste, il s'est proposé une réflexion basée sur l'expérience. Et lui, en tant que philosophe, il dit que c'est le mystique qui peut, par son intuition, replonger l'origine de la vie et coïncider avec cet élan ou cette force vitale. Et si on regarde le mystique vivre, si on l'interroge, il pourra nous dire quelle est la source, puisque lui-même, il fait l'expérience directe. Sauf qu'il ne peut pas l'interpréter. Donc, il a besoin du philosophe pour interpréter sa démarche à lui. Et donc, c'est ce que Bergson a essayé de faire, de revisiter quelques mystiques, Saint Paul, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean, etc., pour revenir
a cette expérience qu'il va partager. Mais lui, en tant que philosophe, il dit il n'a pas cette capacité. Donc, il est obligé de s'appuyer sur la mystique et de faire le lien de l'intuition philosophique à l'intuition mystique. Tu as parlé de mystique, de saint aussi, mais quel est le rapport avec la religion? En réalité, Bergson, il parle d'un mysticisme qui dépasse la religion, qui n'a rien à voir en réalité avec la religiosité, puisque le mystique, comme il le définit, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience directe avec le principe créateur de la vie. Et dit par essence, tous les hommes sont mystiques. Et puis, tantôt, il dit même Socrate, c'est un mystique. Il considère Socrate comme étant un mystique parce que Socrate, par ses réflexions, il arrive à faire une certaine expérience de ce principe créateur. Mais en réalité, il dit, il n'a pas théorisé dans ce sens-là. Il s'est contenté de vivre. Or, le mystique, ce que Bergson cite, il dit, ce sont des gens qui n'ont pas théorisé, mais qui ont vécu. Or, pour parler d'un vrai mystique, il faut non seulement joindre à l'expérience une certaine continuité, une action manifeste et rendre à la société un grand service. Il dit ce que les saints là ont essayé de faire en créant des communautés religieuses. Mais cette lecture, dans l'histoire, on verra qu'il cumule mystique et philosophie. Voilà. C'est comme si c'était les deux versants de la même médaille. Celui qui comprend, qui réfléchit, si cette réflexion est poussée, on finit par rentrer dans ce mysticisme. Vous parlez aussi, au chapitre 5, je crois, de la finalité de la morale chez Bergson. Pouvez-vous revenir sur cette finalité de la morale? Chez Bergson... En fait, quelle est sa finalité? La morale, oui. De l'amour plutôt. La morale de l'amour chez Bergson. Quelle est sa finalité? La finalité, si vous voulez, c'est une fraternité universelle. C'est-à-dire, la morale chez lui, il faut que les hommes comprennent que parler de morale, la morale c'est un appel à l'amour. Et tout individu qui entend cet appel et qui essaie de mettre concrètement en pratique cet amour, et si son écho, l'humanité entière comprend qu'en réalité, on a la même essence. On est créé, on a une seule vocation, c'est l'amour. Donc si tous les hommes accueillent cette invitation, forcément, on va créer une fraternité universelle qui va dépasser les individus, qui va dépasser les États. C'est pourquoi il parle d'une supranation et tantôt il parle d'humanité divine en fait. C'est cette notion d'humanité divine, c'est-à-dire une humanité qui englobe l'humanité entière sans exception. Et donc cette humanité ce qu'on retrouverait plutôt dans le cosmopolitisme des stoïciens déjà, etc. En fait, c'est dans ce même sens-là. Chaque individu qui entend cet appel et qui se convertit devient quelqu'un qui aime les autres. Et voilà. Et vous développez aussi l'idée de l'amour dans le règne animal et végétal chez Bergson. Oui, en fait, il a voulu, en tant qu'évolutionniste, ça c'est son héritage évolutionniste, être cohérent avec lui-même, puisque la vie a connu différentes étapes, règne animal, végétal, jusqu'à l'espèce humaine. Évidemment, il faut que la vie aussi connaisse les mêmes étapes, mais sauf que dans le règne végétal et dans le règne animal, cet amour est en état de latence. Il n'est pas encore manifesté. Il n'y a que l'homme qui a pris conscience de ce que veut dire aimer et qui réellement se met à aimer ses semblables. Merci beaucoup, chère Jeanne. Merci vraiment, ça a été très court, mais ça a été un plaisir de te recevoir dans notre émission L'Encre des Savants. C'est moi qui vous remercie, Babacar. Merci aussi aux internautes, vous qui nous regardez. Merci beaucoup. Donc rendez-vous mardi prochain à 21h sur ma chaîne YouTube.